Hello, paix et amour sur vous. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on va parler des relations humaines. Donc moi, c'est Amel Mohamed, coach professionnel depuis à peu près 3 ans. Donc j'accompagne principalement les femmes à guérir de leur amour-propre avant le burn-out. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Stécie. Donc je te laisse te présenter. Donc moi c'est Stécie, j'ai 30 ans, là depuis pas longtemps, et je suis consultante en stratégie d'entreprise et formatrice. Ok. Donc pour cette vidéo, en fait, j'ai choisi de la faire avec Stécie, car dans son podcast, rappelle-moi le titre. Stécie dit analyste, j'ai Ok, changé. oui, parce que tu as J'ai changé. changé le nom, Voilà. ouais. J'étais pas sûre. J'allais dire l'ancien nom, L'ancien mais nom, ouais. ouais. Elle avait fait un podcast du coup pour parler des amitiés. Donc c'est un podcast que je vous recommande. Quel est le titre exact? Je sais plus. On mettra le lien. Ouais. Moi je sais plus. On vous mettra le lien du coup. Qui m'a beaucoup parlé, qui m'a beaucoup interpellée, que j'ai trouvé super intéressant. Et je me suis dit, non, là, il faut qu'on se retrouve, puisque se faire des podcasts sur WhatsApp, c'est bien. Mais le partager au grand public, je trouve que c'est mieux. Du coup, pour commencer avec cette première question, un premier échange, pour toi, dans toi personnellement, après peut-être dans ce que tu observes autour de toi, qu'est-ce qui a été pour toi le plus difficile en fait dans ta relation aux autres? Waouh. Alors dans ma relation aux autres, Dans la communication surtout. Ouais. alors tu sais quoi, je pense que j'ai trouvé la réponse il y a pas longtemps, une semaine avant mes 30 ans. Donc ça, c'est marrant quand on arrive dans ce fameux cap. En fait, c'était de vraiment trouver, pas trouver ma place, mais faire comprendre ma place. Ou du moins accepter qu'on ne comprenne pas ma place. Ouais. Et je pense que c'était ça, c'est de se dire, voilà, bah, toi, tu vois le monde, tu vois les gens, tu essaies aussi de comprendre les différences de chacun et tu vois ça comme une richesse. Et de se dire que c'est pas forcément le cas de l'autre côté. Donc, faut aussi accepter que on ne te verra pas dans l'intégralité de ce que tu es, de toutes les nuances que tu as, c'est ok. Et l'autre chose, de se dire, en fait, je suis pas responsable, je suis responsable de ce que je dis et de mes actes. Donc, à moi de faire attention à la manière dont si mes actes et mes paroles peuvent blesser une personne, je dois faire attention. En revanche, si une personne se sent gênée parce que je suis, ça, c'est pas ma responsabilité. Et je pense que c'est ça la difficulté dans ma relation avec les autres j'ai compris là il y a pas longtemps, donc il y a un mois on va dire vraiment, en tout cas j'ai posé les mots dessus, sur comprendre et accepter que parce qu'en fait de toute manière sur la manière dont sur ce que tu renvoies, en fait tu peux pas savoir ce que tu renvoies si on te le dit pas. Donc ça c'est très difficile de se situer, il faut avoir des gens qui puissent te le dire. Et on m'a dit, en fait il y a des choses que je comprenais pas sur certaines choses de ma vie qui m'étaient arrivées. Et j'ai eu des échanges qui m'ont permis de comprendre ce qui pouvait déranger, entre guillemets, enfin en tout cas ce qui avait dérangé le peu de personnes que je trouvais d'ailleurs très toxiques dans ma vie. Et à partir de là, en fait, je me suis rendu compte qu'on n'a pas à s'excuser pour ce que l'on est. On peut s'excuser de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, mais pas de notre essence. Sauf si on est vraiment mauvais. Ouais. J'aime beaucoup la subtilité que tu apportes dans je suis pas responsable par rapport à qui tu es et pas forcément ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une phrase qu'on voit beaucoup, surtout avec le développement personnel, etc. Moi-même, je suis coach, j'accompagne, mais vous savez quoi, pour ceux qui me découvrent ici, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'intitule du silence à la parole, où c'est une interview en fait sur mon parcours, mon cheminement, autant personnel aussi qu'un petit peu professionnel, spirituel, et vous comprendrez mieux un peu mes subtilités. Et justement, par rapport au développement personnel, il y a ce truc, je suis pas responsable de comment tu prends les choses, comment tu interprètes. Moi, je trouve que ça a plus créé bon, je vais pas être vulgaire, mais des insolents qu'autre chose. En tout cas. Genre, je suis libre de parler comme ça, si toi tu le prends de cette manière, c'est pas mon problème. Non, en fait, on vit en société. Exactement. On doit être poli, on doit être courtois, il y a des façons de faire. Il y a des moments, certains poussent le bouchon trop loin, et oui, là, il faut savoir cadrer. Il y a des gens, ils ont clairement besoin de la remettre à leur place, mais c'est pas dès la première approche, tu remets des gens à leur place, en fait. Et voilà cette subtilité entre... je peux faire attention à mes mots, à mes paroles, à voir comment c'est pris, mais bon, ce que je suis, parce qu'il y a des moments où on sent clairement que c'est la personne qui dérange, là, je peux rien pour toi, en fait. C'est ça. Et après, bon, ça n'avait pas arrivé souvent, hein, vraiment, là, je pense c'est vraiment
1% de ce que j'ai pu ressentir dans ma vie, mais de me dire, mais qu'est-ce qu'il a, enfin pas qu'est-ce qu'il a pas fait, mais pourquoi en fait, qu'est-ce qu'on me reproche? Et quand jusqu'à j'ai ri, en fait, je me suis dit, mais en fait, le peu de personnes que j'ai écartées d'ailleurs de ma vie et tout, il y en a vraiment pas beaucoup, mais en fait, tout avait le même point commun. En fait, c'est que déjà, personne ne peut me reprocher. C'est-à-dire quand la personne elle va dire qu'est-ce qu'elle reproche à Stécie, pourquoi il y a eu des frictions ou autres dans des relations amicales ou familiales. Hein. Jamais tu entends Stécie, elle m'a trahi. Jamais tu entends Stécie, elle a mal parlé sur moi. En fait, t'entends jamais ce que j'ai fait. Ok, donc c'est quoi? Et après, quand tu fais le lien, tu vois qu'en fait, ce sont des personnes, et là, hommes comme femmes, hein, il y a des personnes qui... et donc, en fait, c'est pas à prendre personnellement, c'est un truc que je conseille aussi quand vous avez des... Parce que tout le monde, aujourd'hui, tout le monde est jaloux de tout le monde, hein, bref. Alors, il y a des moments, en fait, c'est oui, mais, moi, je mets un grand mais, c'est que, en fait, c'est pas sur nous spécifiquement, c'est-à-dire il y a des personnes, parce que en fait, elles ont des problèmes d'ego ou d'estime d'elles-mêmes, quand elles vont voir une personne qui va pas se soumettre, on va dire les termes comme ils sont, se soumettre à elle, peu importe qui c'est, hein, ça peut même être leur chat, que ça va les déranger en fait. Donc à partir de ce moment-là, se dire que quand on voit qu'il y a des personnes qui se mettent tout le temps... aujourd'hui, on parle beaucoup de, tu vois, ce truc, compétition, tout ce qui est lié à la compétition féminine. Et c'est pour ça, moi, je disais lors de la raclette party, une phrase que je déteste entendre, c'est « oui, les femmes entre elles ». Et déjà, je me suis dit, de un, c'est mal connaître. Vous connaissez peut-être pas suffisamment le monde des hommes pour dire ça, parce que, en fait, c'est juste que ça se fait à une échelle différente et en fait, de manière différente. Ça reste quand même assez présent. Ou bien, ils le font subir aux femmes. Mais les mécanismes sont les mêmes. Hein. Et de se dire, donc voilà, ce truc où on se focalise, oui, les femmes entraînent un. Alors, l'être humain est ce qu'il est, donc il y aura toujours des problèmes d'envie, de jalousie, de vice et ainsi de suite. Mais ça, tu peux le retrouver dans les jardins d'enfants. Donc, bon. Je confirme. Voilà. Je suis auxiliaire de périculture, je confirme. Donc, c'est pas spécifique. Pourquoi ce serait spécifique forcément aux femmes? Et l'autre chose, c'est que ce qu'on ne dit pas assez souvent, c'est que la solidarité féminine, moi, je trouve que c'est une des plus belles choses qui soit. Merci. C'est tellement puissant. Et quand tu observes ça, quand tu vois ça, en fait, c'est plus possible dans ta tête de voir les autres femmes en compétition. Mais tu sais, moi, ce que je pense, c'est que... moi, je suis pro-sororité. Hein. Franchement, moi, je suis pro-sororité. Et la phrase « la femme est le pire ennemi de la femme », je la supporte pas. Je ne supporte pas cette phrase. Et je pars du principe que quand bien même il y a des femmes qui se sentent en concurrence ou quoi, je vois ça comme... c'est quelque chose sur laquelle il faut œuvrer, mais ça ne veut pas dire qu'il faut détruire les liens entre les femmes. Et j'estime que je vois pas ça comme « oh, la femme est mauvaise », je me dis « elle n'a pas encore connu de femmes qui ont cette sincérité pour s'élever entre elles. » Parce qu'il y en a. En fait, faut les rencontrer. Et encore une fois, aussi, une subtilité que je tiens à mettre dedans, c'est que ce n'est pas toutes les femmes. Quand je dis pas toutes les femmes, c'est pas toutes les femmes avec tout le monde. Ça aussi, c'est ok. On est, je crois, à peu près 8 milliards sur cette terre. On peut pas tous être amis. Non. On peut pas tous être amis. Mais maintenant, c'est pas parce que, par exemple, avec Stécie, imaginons, le feeling, il va pas, que ça fait d'elle quelqu'un de mauvaise, que ça fait de moi quelqu'un de mauvaise, et que entre nous, ça va pas. Mais t'es une femme qui peut apporter à d'autres, je suis une femme qui peut apporter à d'autres, mais entre nous, on va pas s'apporter. Et puis, en fait. Mais c'est pas pour autant, ah, la femme, elle est mauvaise, regarde, elle m'a fait tel coup. Non. Faut savoir avec qui conjuguer. Et quand tu trouves les personnes avec qui tu conjugues, mais c'est puissant. Mais c'est ça. Et puis, moi, je pense que, en fait, de dire une telle phrase, c'est méconnaître la réalité historique et sociologique. En fait, voilà, quand tu regardes vraiment de manière très factuelle qui fait le plus de mal aux femmes, bah non, c'est pas les femmes. Alors, toujours est-il que, effectivement, il y a des systèmes féminins qui continuent, en fait, qui alimentent certaines... Alors, je parle là sur des choses vraiment beaucoup plus de société, par exemple l'excision. C'est pratiqué par des femmes, ok. Mais en fait, remontons à la source. Pourquoi? Qui a mis ça en place? Pour qui? Donc déjà, il faut vraiment remonter déjà à la source, aller sur les causes. Et à chaque fois, tu vois que non, c'est pas une question que de femmes. Toujours est-il que, par exemple, alors il y a quelques années, il y a commencé à avoir des débats sur la place de la femme blanche durant l'esclavage, parce que la femme blanche, ou la femme en tout cas, non, plus la femme blanche, parce que la femme noire, ça a été vu autrement,
c'était vraiment vu comme le symbole de la douceur, la sensibilité, la fragilité. Et en fait, ça a fait que ce stéréotype qu'on a mis aux femmes blanches a complètement occulté également leur place dans les sévices aux esclaves. Donc, en fait, quand tu parles de subtilité, en fait, je pense que c'est ce qu'il faut retenir dans tous les cas, c'est que dans absolument tout, toute société, tout fait, il y a toujours les nuances. Pour ça, moi, je suis que nuance. Ça veut pas dire que oui, il y a des femmes qui ont... Oui, en fait, c'est une réalité, il y a eu des femmes qui ont fait des dingueries, mais ça n'efface pas le fait qu'elles n'ont pas été toutes seules à faire ces dingueries-là. Donc, pourquoi se focaliser que sur un tel, et généraliser? Tu sais, ce que tu abordes, ça me fait penser. Je sais pas si tu as vu cette série. Non, mais cette série. Est-ce que je vais pas faire d'autres vidéos spirituelles? Moi, j'aime trop faire ça. Non, mais il y a des séries, c'est vraiment des masterclass. La Servante écarlate. Non, en fait, je dois la regarder. Oui, je sais. Ouais, en fait, mais je repousse. Tu connais l'histoire générale? Oui. Voilà. Donc, en fait, c'est une dystopie. Dystopie. C'est les États-Unis d'Amérique qui sont devenus Gilead, qui est régie par une autorité, c'est une autorité religieuse en fait. Et en fait, les femmes sont divisées en plusieurs catégories. Il y a les servantes qui servent, sont des servantes sexuelles, clairement, elles sont là pour faire des gosses. Parce que, en fait, on est un peu dans le futur, donc beaucoup de femmes sont stériles, il y a de grandes difficultés à faire des enfants, etc. Donc, il y a les servantes, c'est toutes les femmes qui arrivent à faire des enfants, etc., qui tournent de maison en maison. Il y a les femmes, les épouses, donc c'est les femmes des commandants et tout ça, puisque c'est l'armée. Il y a les Martha, donc c'est celles qui font la cuisine et les femmes de ménage. Et après, il y a ceux aussi qui sont restés citoyens, mais eux, on les voit pas trop. Et il y a les femmes qui ont fini en colonie. Comme vous avez entendu, je parle que de femmes, hein, je parle pas d'hommes. Hein. Les hommes, ils font grave leur vie, hein. C'est que les femmes qui ont été catégorisées comme ça. Et en fait, quand tu pousses dans la série, tu vois que ce monde-là, Gilead, il a été formé, il a été pensé par une femme qui, elle, justement, n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle a été stérile, et elle était quand même assise dans la société, elle avait écrit des livres, elle faisait des prises des paroles, etc. Et tu vois, quand même, à la base, le mouvement, en fait, ça a commencé par elle, celle qui prenait la parole en public, qui tenait des conférences, elle se faisait insulter, on lui lançait des choses à la figure, mais elle lâchait pas, elle continuait. À un moment, elle a même subi un attentat parce qu'on lui a tiré dessus. Waouh, ok. Enfin, voilà. Et en fait, son mari, au début, il avait vraiment ce rôle, un peu le mari, oui, je soutiens ma femme, mais moi, j'ose pas, c'est toi qui es forte, c'est toi qui es puissante. Et elle, parfois, elle lui secoue son mari, vraiment en mode, mais j'ai besoin que tu sois fort, là, j'ai besoin que tu viennes. Sauf que dans ce nouveau monde, elle, c'est qu'une épouse. Les épouses n'ont pas le droit de lire, n'ont pas le droit d'écrire, les femmes ne sont pas instruites. Sachez-le. Voilà. Tu sais pas pourquoi voilà. Et c'est le mari qui est le commandant, c'est lui qui gère, etc. Et parfois, dans leur intimité, quand ils se parlent, tu vois qu'elle lui dit, en fait, t'es là grâce à moi. Et en fait, je trouve que j'aime pas ça. Dans tout ça, on voit aussi que, par rapport à ce que tu as amené tout à l'heure, c'est que les jeux de pouvoir existent, mais ils vont se manifester différemment. Et en fait, le jeu de pouvoir de l'homme, c'est la force. C'est on va se rentrer dedans, on va se parler, c'est la brutalité. Quand on voit les séries qui mettent en avant un homme de pouvoir, on voit que c'est vraiment le pouvoir aussi de façon brute, violente, etc. Et en plus, j'en parlais récemment là, avec un ami. Et il y a aussi ce qui va se confronter, lui, en fait, par rapport à ça, c'est que comment ça va se retourner contre lui, c'est que par cet abus de pouvoir ou cet abus de violence, c'est souvent par là, il va perdre une personne qui lui est proche, etc. Le pouvoir au féminin, quand c'est représenté, c'est souvent mis, j'aime pas ce mot parce que c'est péjoratif, mais c'est par la manipulation. Ouais, d'accord. C'est par la manipulation, c'est par l'esprit, c'est par comment je vais susurrer aux oreilles des autres, etc. Et comment ça va se retourner contre elle, c'est qu'elle va donner ce pouvoir en fait à un homme et ça va finalement c'est elle qui va être asservie en fait. Ça va se manifester un peu comme ça. Mais tu vois, même là, en fait, déjà, le fait que tu parles de pouvoir, en fait, c'est exactement ça. C'est que on se focalise sur homme-femme, alors qu'en fait, non, il s'agit que de pouvoir. Parce que là, ce dont tu parles sur le côté de comment, pour les femmes, ça va être vu un peu de la manipulation versus les hommes, la violence. Sauf que quand tu regardes, par exemple, une femme avec ses enfants, et en fait, il y a des femmes qui, parce qu'elles ne peuvent pas utiliser la violence sur leur mari, ça va se manifester sur leurs enfants. Donc, en fait, elles vont prendre des choses. Tu vois, en fait, c'est pas quelque chose qui est spécifique qu'aux hommes, mais on va le mettre que ça, c'est sur les hommes, tandis que la femme, c'est la manipulation. Alors que quand on entend parler d'emprise
notamment en psychologique, dans le monde dans les relations amoureuses. Dans le cas, par exemple, on va prendre les hommes, ce n'est pas que la violence. Parfois, il n'y a même pas de la violence. Oui, c'est il y a aussi, tu vois, donc pourquoi on catégorise l'un et l'autre? Et en fait, on va mettre à chaque fois des cases. Eux, ils sont dans cette case-là, les autres, ils sont dans cette case-là. Et même quand tu parles du mari, et ça, c'est aussi, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui... Je trouve qu'aujourd'hui, on a un monde qui manque vraiment, vraiment... En fait, on va à la surface, mais on ne va pas en profondeur et on ne se pose pas pour vraiment regarder toute l'image d'ensemble. Parce que, du coup, le mari de la commandante, qui, du coup, il est perdu, il sait qu'il doit user un peu plus de violence, c'est ça, pour entraîner... Voilà, il doit être le commandant maintenant, etc. Mais déjà, pourquoi tout de suite, donc dans un couple, il y a ce truc de... en fait, donc le commandant ou la commandante. Parce que, par exemple, quand on voit dans un couple une image d'une femme qui s'affirme, automatiquement, les gens vont se dire son mari, il est soumis. Comme si ce n'est pas possible d'avoir un mari qui laisse sa femme s'affirmer, mais qui s'affirme lui aussi. Pourquoi les deux, c'est pas possible? Bah justement, c'est ça qu'ils ont mis en avant dans la série. Ah, ça c'est bien. C'est que ça a basculé en fait. Au début, c'était elle qui avait ça et lui, clairement, il avait cette position de soumission, parce que tu voyais même dans sa façon d'exprimer, dans son langage non verbal, il n'était pas imposant. Tu vois, c'est vraiment elle qui avait un grand lead. Et quand en fait la dictature a été mise en place, elle, par les lois en fait, et je dis bien par les lois, elle a pris cette position de soumission, mais c'est ça que je t'ai dit qu'en intimité, tu vois les frictions entre eux. Elle lui disait mais pourquoi ceci? Et tu vois que même dans l'intimité, elle continue de susurrer des choses, de proposer des choses. Il y a un moment dans la série, il commence à être gravement malade et tout, il peut pas gérer, sachant que les femmes ont interdiction de lire. C'est elle qui va prendre les documents, qui va imiter sa signature, qui va faire et tout. Et quand il va reprendre un peu de santé et de gamme, il va remarquer ce que sa femme a fait, il va la gifler. Tu vois, mais c'est ça qui est mis en avant. Pourquoi automatiquement, on va sur ça. Et même, on le voit, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup les débats, là, dans les nouvelles générations, les 50-50, l'homme capable, tant. Et donc, bon, voilà. En fait, déjà, rien que ça, pourquoi tout de suite, en fait, il y a ce truc de... en fait, c'est une auto... Voilà, en fait, on ne prend pas l'autorité comme étant quelque chose qui soit positif et non violent, dans le sens où j'avais une discussion la dernière fois avec un fou. Et lui, bref, c'est un mec totalement misogyne. Le gars, il détestait les femmes. Bref, la place de la femme est à la cuisine. C'était lui. Et il me dit, oui, en gros, mais vous êtes mariés. Du coup, voilà, votre mari, en gros, il me parlait de trucs de l'obéissance, je sais pas quoi. Et je lui dis, mais en fait, il faut savoir un truc. J'ai dit, je sais pas si vous êtes salarié, mais si vous êtes salarié et que vous avez un bon patron, je dis, c'est quoi un bon patron? C'est quelqu'un qui est respectable. En fait, il va générer du respect, mais parce que lui-même, qu'est-ce qu'il incarne, en fait? Son leadership, il n'est pas que, par exemple, on voit ceux qui sont autoritaires, les dictateurs. Ils sont craints, mais ils sont pas respectés. Et ça, faut bien mettre la distinction. Versus des patrons où on voit qu'ils sont... C'est-à-dire qu'ils font ce qu'ils disent. Et en fait, quand ils font des remarques aux autres, mais en fait, les premiers à qui ils font la remarque, c'est eux-mêmes déjà. En fait, ils ont ce truc où ils essaient constamment de progresser, eux. En fait, ils mettent la main à la pâte. Et qu'est-ce que ça donne? En fait, ce sont des figures de patrons qui sont respectées, sur lesquelles les employés ont envie de travailler pour eux parce qu'ils se disent cette personne, elle mérite. Donc pourquoi tout de suite l'autorité, c'est toujours quelque chose où c'est animé par la peur? Et pourquoi c'est toujours en fait ce truc de c'est une personne qui l'a, ça peut pas être... En fait, quand tu regardes dans beaucoup de couples, et moi je trouve que d'ailleurs Desperate Housewives, là franchement, quand tu le regardes en étant adulte, avec des yeux d'adulte, et je me dis, mais c'est un homme qui a réalisé et produit ça. Quel visionnaire. Cette série, je l'ai revue il y a 2-3 ans, justement, en tant qu'adulte. Je me suis dit, mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En fait, si tu veux comprendre... en fait, et c'est aussi ce que je reproche un peu aux séries actuelles, c'est qu'aujourd'hui, on essaye de faire que des to-do list. En gros, il faut que je coche la case, là, il faut qu'il y ait un noir, là, il faut qu'on parle de ce sujet-là. En fait, c'est une to-do list. Mais c'est pas de se poser en se disant, OK, maintenant, ces sujets-là, donc le sujet, par exemple, même du racisme, etc., comment est-ce qu'on les traite vraiment en profondeur? Et pas OK, on a mis un noir pour montrer qu'on fait de la diversité. OK, comment on va plus loin? Et là où les séries d'avant, par exemple, Grey's Anatomy, de manière... Ou même moi, je vais même prendre une série française
Plus belle la vie. Plus belle la vie, on rigole. Mais plus belle la vie, quand même, pour les personnes qui ont suivi à ce moment-là, l'impact que ça a eu sur la société française, parce que moi, je voyais même au niveau de mes grands-parents, mon grand-père regardait tous les soirs, 20h20, il était bon, France 3, hop. Et en fait, il y a des situations qu'ils mettaient en place où, notamment chez les plus âgés, ça leur permettait d'être plus tolérants en voyant ces situations. Il y avait la question, effectivement, tout ce qui était lié à l'homosexualité, il y avait les questions de discrimination. Et moi, un truc qui m'avait grave marqué, c'est qu'à l'époque, il y a un personnage donc, qui est une femme noire, dark skin, commissaire de police. Et en fait, à aucun moment, tu la vois parler vraiment de sa couleur ou autre. D'ailleurs, en termes d'autorité, tout le monde l'a respectée dans son commissariat. Mais rien que ça a l'air... en fait, c'était fait de manière tellement subtile, mais c'était impactant. Jusqu'à maintenant, ça m'a marqué. Et je me rappelle, à l'époque, je me suis dit, mais ça... Surtout, c'était quoi? C'est dans les années... Alors, peut-être qu'à cette époque, on était en 2007, 2008. Un personnage, un dark skin, très belle, une femme très belle en plus, qui n'était pas vue que pour sa beauté, pour son corps, mais vraiment par sa manière de diriger, de manager des hommes, sans qu'on vienne en disant, voilà, on sentait pas que c'était forcé dans le scénario, tu vois, le truc de to-do list, tant. Par exemple, je pense pas qu'ils ont mis dans le casting, après je sais pas, peut-être que oui, mais recherche commissaire noir. Je suis même pas sûre qu'ils aient fait ça, mais c'est de montrer en fait toute l'humanité qu'elle a et pas justement c'est une femme, c'est ça, tout en envoyant un message derrière. Donc du coup à nous les téléspectateurs, en montrant que en fait ça fait partie, en fait il y a un message militant derrière. Et ça m'avait grave marqué. Et donc, Desperate Housewives, quand on regarde maintenant... Desperate Housewives, il faudrait refaire une vidéo spécialement. Analyse. Ah ouais. Mais tu sais, moi, ce qui m'a le plus marqué en revoyant Desperate Housewives, c'est que quand je la regardais enfant, je me disais... En fait, je trouvais leur amitié bizarre. C'est-à-dire que on les voit chacune dans leur maison qui vivent des dingueries rocambolesques, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi elles se parlent pas? Pourquoi elles se disent pas tout? Il y a 3/4 des problèmes de la série qui auraient sauté si elles auraient communiqué, tu vois. Et je me disais, parce que tu sais, enfant, t'as l'image de oui, amis, on se raconte nos secrets. Tout à fait. Oui, on se dit les secrets, quand on se chuchote à l'oreille et tout. Je l'ai revu adulte, mais j'ai tellement ri. On comprend. J'ai tellement ri, j'ai dit, mais en fait, ça a mis en avant cette place du foyer, en fait, le secret du foyer. Et tu sais, justement, tu as parlé clairement, même au niveau le fait d'être une personne noire ou quoi, etc. Et ça prouve que en fait, c'est une valeur de base qui est universelle. Parfois, on dit, par exemple, oui, la femme noire dans son foyer ou la femme musulmane dans son foyer, etc. Mais je trouve que Desperate Housewives, ça a vraiment mis en avant que la place du foyer, la place du couple, la place de hey, les copines, d'accord, mais il y a des choses que j'ai pas à vous dire, ça reste chez moi. Et en fait, c'est tout ça qui a été... Et je l'ai revu, j'ai dit, wow. Franchement, c'est de l'art. Parce que même quand... c'est vrai, quand tu parles quand tu parles de la place de la femme noire dans son foyer, la place de la femme musulmane, en fait, Desperate Housewives, sa force, c'est que toutes les femmes vont pouvoir se reconnaître dans un personnage. Oui, et moi, franchement, même, je l'ai regardé avec mon mari, en plus, on regardait la dernière fois. On a vu Linette, parce que lui, il me dit, moi, il aime pas Linette, tu vois. Ensuite, on a regardé avec lui, et je lui ai dit, alors, il m'a dit, non, mais Linette, c'est notre vie, en fait. Je la comprends. Il me dit même, il me dit à l'époque, même Malcolm, Loïs, quand t'es jeune, tu la vois en grosse gueularde et tout, et après, tu te rends compte qu'en fait, toute la famille repose sur elle, que Al, il fout rien, en fait, il est gentil, et en fait, c'est ça, et tu vois, typiquement, c'est comme Linette et Tom. Linette, c'est une gueularde, donc en fait, tout de suite, c'est elle, la mauvaise du couple, et c'est elle qui a de la chance d'être avec Tom. Tom, comme il a l'air gentil, on lui passe tout. Alors que quand tu regardes, en fait, en termes de jeu de pouvoir, eh bien, c'est Tom qui gagne à chaque fois, en fait. C'est lui qui arrive à chaque fois à imposer ce qu'il veut, à faire subir tous ses caprices. C'est elle qui cède à tout. C'est elle qui cède à tout. Et c'est comme ça, quand je dis les gens, ils restent qu'à la surface, sur ce qui est apparent. Et pas sur, ok, mais qu'est-ce qui est vraiment? Et dans ce qui est, Linette... Tu vois, en termes de jeu de pouvoir aussi, il y a une scène qui m'a marquée. C'est un moment, tu vois, le mari de comment elle s'appelle, la grand-mère, là, qui fait les... McCluskey? Oui, pas son mari, là. Enfin, là, c'est vers les dernières saisons, du coup. À un moment, il me fait une morale à Tom, genre, il veut pas venir bricoler à la maison parce qu'il dit, ouais, Linette, elle est là, elle fait le commando, ouais, moi, je suis un ancien, ça se passe pas comme ça. Et à un moment, Tom, en fait, Linette, elle comprend, donc du coup, c'est Tom qui va lui dire, non, c'est moi qui vous demande et tout. Et il lui fait une petite leçon de morale en mode, ouais, ta femme, elle dirige tout, toi, tu fais quoi? Et il se pose, il dit, vous savez, elle a grandi avec un père alcoolique, un peu absent, violent, tout ça, bref. C'est elle qui a dû tout gérer. Et si pour elle faire croire qu'elle a le contrôle de cette façon, ça la rassure, je lui laisse faire croire qu'elle a le contrôle.
Alors qu'en vrai, mais cet homme, il a C'est toujours c'est ce lui, qu'il il veut, a hein. toujours ce qu'il veut. Il a toujours ce qu'il veut. Et c'est dommage parce que, en fait, Mais dans mhm, ça, enfin là je vais parler un peu spirituellement parlant, mais je trouve que c'est puisque les polarités d'énergie sont inversées. C'est-à-dire que tu vois, tout à l'heure je te disais oui, la femme, cette image de femme qui susurre, mhm, compagnie, ça c'est une énergie plutôt féminine. Et en mhm, fait, c'est ça ce qu'on voit aussi dans ces deux séries-là, c'est que ce soit Al ou Tom, c'est eux qui ont cette énergie féminine qui vont obtenir ce qu'ils veulent en parlant, en étant gentils. Ouais, tu mhm, veux ça, vas-y, mhm, tu vois. Et les femmes qui ont plutôt ce côté brut à dire les mhm, choses cash et à foncer, puisqu'elles sont plutôt dans cette énergie plutôt masculine, tu mhm. vois. Mais que dans le fond, tant que l'équilibre est là, qu'importe qui la représente, et que je trouve que c'est ça aussi qui est bien dans Desperate Housewives, c'est que tu vois que chacun a sa relation, mais tant que ça marche. Bon, en fait, c'est ça. C'est en fait ce qui marche dans ton foyer et ce qui te rend heureux. Et c'est pour ça que c'est. En fait, on revient toujours au fait de qui tu es. Est-ce que tu es à l'aise dans ce que tu vis? Donc toujours à toi, toi, toi. Mais est-ce que ça te, par exemple, une fois, j'avais vu, c'était sur Brut ou Combini, ils avaient mis un petit reportage en fait sur un couple qui était marié, qui vivait séparément. Fallait voir les commentaires. Fallait voir les commentaires. Hé, maman! C'était en mode, ouais, c'est pas un couple, tant, 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 tant. Et en fait, moi, ça m'a rappelé au début de mon mariage. Moi, je me suis mariée, je venais tout juste d'avoir 20 ans. J'étais convertie. Moi, à la base, j'aurais jamais pensé que j'allais me marier. Et quand je me suis convertie, je me rappelle, l'une des premiers trucs, je me suis dit, dang, je vais devoir me marier, genre, damn it, tu vois. Et du coup, en fait, avec mon mari, on a voulu faire les choses bien, dans le sens où on s'est rencontrés. Il m'a demandé en mariage très rapidement. Je me suis dit, c'est qui ce fou? What you want? Tu veux quoi, en fait? Et donc, on s'est mariés 3 mois après notre rencontre. Alors là, c'était Une chose à dingue. dire. Tu peux rappeler aux gens, t'as combien d'années de mariage aujourd'hui? J'ai 10 ans de mariage. Voilà. J'ai 10 ans de mariage là, il n'y a pas longtemps. Et je vais juste raconter cette histoire. Pourquoi? Pour que les personnes qui regardent puissent comprendre à quel point c'est important d'écouter les autres. Et c'est aussi important de faire comprendre aux autres qu'on peut faire des erreurs. Et que en fait c'est à nous aussi de faire notre propre cheminement, et puis aussi on peut ne pas, ça peut aussi être une bonne chose. Donc moi à l'époque, donc à juste titre, mes amis se sont dit genre Stécie, qu'est-ce que tu fais? Ça va pas. En plus sachant que mon mari est mon premier, donc je n'avais jamais eu d'expérience amoureuse avant, donc mes amis étaient assez inquiets. Et j'avais j'en avais parlé dans mon podcast sur l'amitié, une ancienne amie, du coup ça s'est devenu ancienne, Oui. Ouais. où en fait elle a j'ai appris comment elle avait parlé de moi derrière mon dos juste avant mon mariage, et avec des mots, en fait, je me suis dit, mais elle parlait pas de moi. Et même, je me rappelle avoir montré à d'autres amis, et je me suis dit, elle ne parle pas de moi. Donc, c'était, oui, en gros, pourquoi vouloir se marier tout de suite, elle a peur qu'il la prenne sur le capot, c'était des mots violents comme ça. Hein. Et elle n'arrivait pas à comprendre ce truc où, donc oui, effectivement, c'était lié à la religion, quoi. Mais moi, maintenant, on va expliciter comment ça, c'était lié à la religion. C'était dans le sens où on s'est dit, bon, en tant que musulmane, Allah, il a mis des règles, ok. Mais est-ce que ça veut dire que, parce que je me marie, en fait, c'est garanti pour la vie? Non. Allah, il me demande quoi? Il me demande pas que ce soit garanti pour la vie. Il me demande de faire les choses de manière licite. Donc avec mon mari, on s'est dit, bon, au final, au pire, si ça marche pas, et ça choque tout le monde, si ça marche pas, bah au pire, on divorce, en fait. Et il y en a qui vont dire, oui, vous prenez le mariage à la légère. Non. Parce qu'en fait, c'est pas ce qu'Allah il nous a demandé. Il nous a pas demandé de... En fait, vous vous mariez pour rester ensemble toute la vie, c'est obligé. Tu sais pas, il y a que lui qui sait. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai prié avant de donner la décision à mon mari pour savoir si on allait se marier. J'ai prié et j'ai dit, voilà, Seigneur, au final, bon, j'ai dit, je peux demander à n'importe qui. Il y a que toi qui sais, en fait. Donc dis-moi, envoie-moi un signe, et je suivrai. Si tu me dis non, c'est non. Si tu me dis oui, c'est oui. Comme ça, tu me dis, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est une bonne chose? Bon, bah, je suis mariée depuis 10 ans, donc j'ai eu les signes qui étaient positifs. Mais donc, on s'était posé à notre jeune âge. On avait fait un vrai contrat de mariage, c'est-à-dire qu'on s'était posé, on avait parlé de tout. L'éducation des enfants, avant qu'on n'ait pas d'enfants et qu'on ne comptait pas en avoir tout de suite. On a parlé de divorce, comment ça se passe si on se divorce, etc. Dans quel cas on estime que le divorce est légitime ou pas, tant. Quels sont nos no-go? Ok, moi, hors de question violence ou je sais pas quoi, là, il n'y a pas de ça ici. Hein, et lui, il avait ses trucs. Donc, voilà. Et puis, on avait parlé de la partie financière. Donc, moi, au niveau financier, comment j'ai grandi, comme je dis, je suis une femme assez très indépendante, et j'ai grandi avec mon père. Mon père, il m'a toujours dit, Margot, des valeurs du travail. Hein. Pour lui, c'est inconcevable
que je puisse être sans revenu et dépendre d'un homme. C'est quelque chose qui l'angoisse, et moi-même qui m'angoissait beaucoup, continue de m'angoisser dans le sens où les conséquences réelles dans le côté pragmatique qu'on voit dans des cas comme ça. Alors je dis pas, oui, je vais pas envoyer toutes les femmes au travail, etc., mais quand même si tu demandes à ton mari une rente, au lieu de dépenser dans du shopping, fais une partie du shopping, une partie s'il te plaît, mets de côté épargne ou investis. Vraiment, de chacun, peu importe la source de revenus, mais une source de revenus, quelque chose, un petit truc, même, mais que tu puisses avoir un petit matelas, quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qui m'angoissait. Et à l'époque aussi, autre chose, c'est que moi, je lui ai dit, moi, je veux faire du 50-50. Et ça choquait tout le monde. Mais quoi, surtout en tant que musulman, tu vois. Donc moi, déjà, j'étais nouvelle convertie et tout, donc j'étais encore en train d'apprendre. Mais j'étais à l'aise avec ce que je me dis, mais en fait, moi, je ne veux pas, il est hors de question que un jour, un homme puisse me dire, non, mais ici, c'est chez moi, c'est moi qui paye, donc t'as pas ton mot à dire. J'ai dit non, ça c'est mort. Et ça, j'avais d'ailleurs écrit dans le contrat que je veux avoir mon mot à dire surtout. C'est pas oui, non, je suis l'homme, hein. Mais si tous les deux on n'est pas d'accord, parce que ça peut arriver, tous les deux on n'est pas d'accord, il faut bien que quelqu'un tranche. Si on n'arrive vraiment pas à être d'accord, effectivement là c'est lui qui tranche. Bon, globalement, comme tu dis, on arrive toujours à se mettre d'accord, en tout cas, voilà, la discussion, etc. Et argument, et jamais lâcher l'affaire. Voilà, comme le fameux, voilà, l'assistirement féminin. Mais du coup, voilà, pour dire que, en fait, du côté de l'extérieur, et en plus de ça, on n'a pas vécu tout de suite ensemble quand on s'est mariés. Lui, mon mari, c'est fils unique. Sa mère, elle n'a personne d'autre que lui, et converti, on dit, je me marie et tout. Non, c'est un choc de fou pour elle, tu vois. Donc, mon mari voulait quand même que, ok, on se marie. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, en gros, on peut vivre séparément. Moi, comme ça m'a fait j'ai vécu 1 an solo et tout, c'était grave bien. Mais les gens de l'extérieur, c'était vraiment, on avait critique sur critique derrière notre dos, c'est n'importe quoi, ils prennent le mariage à la légère. On avait fait un contrat de mariage en plus, alors là, voilà, contrat de mariage, séparation de biens. Donc, tu vois, tous les trucs de les gens, que ça parlait. D'accord. Donc maintenant qu'on voit qu'on a 10 ans de mariage, et ben là c'est marrant de voir tous les retournements toutes les critiques se sont transformées en non mais finalement vous avez raison, c'est une bonne idée, tant. Et là tu te dis mais en fait c'est pour ça qu'il faut, en fait au lieu de tout de suite juger une personne, ouais parce qu'elle fait pas comme tu veux, c'est mauvais. Mais si eux, ça leur convient. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que moi, après que j'ai fait, donc j'ai vécu moi toute seule, etc. Et après, on a vécu ensemble, mais je me suis mariée. Donc après, j'ai des amis à moi qui ont fait la même chose. Et elles m'ont dit, franchement, ça m'a permis de décomplexer par rapport à ce truc de le mariage, c'est tout de suite. En fait, c'est pas un vrai mariage si on vit pas ensemble. Donc, d'où l'importance de fais ce qui t'arrange toi. En fait, parce que les autres, ils sont grave marrants. Ils ont toujours leur mot à dire. Ils ont toujours leur mot à dire. Et je trouve que c'est vraiment très propre à chacun, puisque quand tu parles, en fait, même ton père qui te disait sois indépendante et tout ça, ça me fait penser à moi. Moi, le cadre dans lequel j'ai grandi, c'est... Enfin, bref. En fait, moi, mon père, donc c'était lui qui travaillait, etc. Okay. Ma mère, elle était vraiment femme au foyer. Okay. Elle a fait des petits boulots et tout, mais c'est pas ça qui... Mon père gérait tout, absolument tout. Et je me rappelle une fois, donc là, c'est la période où je vivais aux Comores, du coup. Un jour, j'ai dit à ma mère, ouais, maman, ta vie, elle est trop bien. Moi, plus tard, j'aimerais trop avoir ta vie. Genre, je fais rien et tout, c'est mon mari qui gère tout. Et ma mère, elle a pété un câble ce jour. Elle a commencé à gueuler. Jamais de la vie, ma vie, ça va. Elle dit, je te souhaite pas ça et tout. Elle me disait, et ça, c'est un truc, même aujourd'hui, c'est quelque chose, ma mère, elle me dit tout le temps. Elle me dit, moi, Amel, ma chance, c'est ton père. Tu vois, ça, c'est un truc qu'elle a toujours mis en avant. Elle a fait, j'ai vraiment eu de la chance d'être tombée sur ton père. Elle dit, mais dans la vie, c'est pas comme ça. Ouais, exactement. Elle a dit, faut que tu te gères, faut que ceci, c'est là. Et moi, je suis là, mais flemme, vas-y. J'ai pas que ça à faire et tout, tu vois. Et mon père, à côté, il me disait, non, et toujours de quoi te débrouiller et tout. Et moi, je te jure que, même si, voilà, j'ai passé un diplôme et tout ça, je travaille, c'est une logique que je n'ai pas compris. Parce que, comme on dit, l'exemplarité, c'est ça, hein, l'exemplarité, la meilleure façon d'éduquer, ce n'est pas ce que j'ai vu dans le foyer dans lequel j'ai grandi. Pour ça, c'était une dissonance entre les discours. Pour moi, ça a été vraiment une dissonance et je me disais, mais
Cette vie, elle est trop bien, cette vie, tu vois. Et surtout que, bon, aujourd'hui, inflation et tout ce que tu veux. Mais à l'époque, il faut savoir que mon père, c'était le seul salaire. Mais tous les étés, on allait en vacances dans le sud. Hein. Moi, j'ai pas été la Comorienne qui a passé ses week-ends dans des mariages, des je sais pas quoi, nanana. Et moi, on allait en vacances dans le sud. Mon père, parfois, on prenait la voiture, il roulait jusqu'aux frontières de l'Italie et tout. Moi, j'avais une belle vie, tu vois. Mes frères, ils ont fait une partie de leur collège aussi dans le privé, tout ça. Donc il avait les moyens en plus de vous assurer un confort. Exactement. Donc moi, je disais, je comprends pas. Là où j'ai vu que notre vie a radicalement changé, c'est quand on a dû partir aux Comores pour s'occuper de ma grand-mère. Là, oui, la vie n'a plus jamais été pareille, clairement, tu vois. Puisque y a mon père qui travaillait, ma mère et moi, on était au bled pour s'occuper de ma grand-mère. Et on vivait avec une cousine, un cousin moi qui sont orphelins de leurs deux parents. Il y a mon grand frère à ce moment-là qui était parti étudier au Canada. Bon, bref, là, c'était un salaire à gérer tout ça. Là, voilà. C'était plus la même vie. Mais... tu vois, ce rapport-là, moi, c'est comme ça que j'ai grandi, tu vois. Donc, et c'est ça aussi, en fait, parfois, les échanges que j'ai avec les gens quand ils sont là, que ce soit à la place de la femme, c'est à la cuisine, ou non, faut être indépendante et compagnie. Moi, j'aime trop venir m'asseoir dans mon petit juste milieu et je dis aux gens, je fais, mais en fait, c'est très propre à chacun. J'ai dit, excusez-moi, hein, je vais pas faire une généralité, mais c'est ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux. On a cette image de... la femme, les femmes ont du mal à se soumettre parce qu'elles ont l'habitude d'être indépendantes ou elles ont grandi sans père, etc., etc. Et moi, franchement, j'aime trop mettre mes parents en exemple. Je dis, écoutez, moi, j'ai vu toute ma vie, j'ai vu ma mère se lever à 5h du matin, préparer le petit-déj pour mon père. Jamais mon père est parti au travail sans un petit-déj, jamais il est revenu sans une assiette sur la table. Mais à côté de ça, j'ai vu mon père mettre ma mère ici. Tu vois. Et ça, c'est un truc que les gens, ils ont du mal à voir, tu vois. Je suis pas dans les foyers des gens, mais voilà. Mais les gens, ils ont trop cette habitude de... Ou un homme qui a un surplus de pouvoir, ou une femme qui a dû gérer ses enfants, elle a été femme de ménage, elle a fait 3 travails, elle a travaillé la nuit, elle a fait ci, elle a fait ça, donc c'est normal qu'une femme... Moi, merci Seigneur, j'ai vu cet équilibre et je dis, je peux me lever tous les jours à 5h du matin faire un petit déj. Parce que j'ai vu ma mère faire ça. Mais en retour, ce que j'ai vu mon père faire... Pardon, il y a un niveau à avoir, tu vois, c'est pas gratuit. Et en fait, c'est un truc où les gens, ils oublient qu'on est des individus. En fait, avant d'être homme ou femme ou que sais-je, on est des individus. Donc, aujourd'hui, on voit trop le truc en mode... En fait, c'est-à-dire que t'as l'impression que les gens, ils sont interchangeables. Je veux un homme, une femme. Non, en fait, mais tu veux pas une to-do list, mais tu veux pas une personne, un être humain. Et donc là, dans le rapport de tes parents, ce qui transparaît, c'est qu'ils se voient comme des êtres humains. Ils se voient comme des personnes, des personnalités, du coup, complémentaires. Et en fait, c'est comme en amitié, par exemple, elle lui fait plaisir, il lui fait plaisir. En fait, il y a un échange entre eux. Voilà, c'est ça. Et ça, on perd aujourd'hui. Après, en fait, c'est comme on est dans une ère capitaliste et libérale. Donc, en fait, tout... ça, en fait, ça transparaît sur tout, ça se matérialise sur tout. Enfin, tu le vois dans le côté amoureux, dans le côté même religieux, spirituel. Même, par exemple, je vois beaucoup aujourd'hui... en fait, au niveau de ta... Peu importe, là, je parle vraiment, peu importe la religion, hein, mais en fait, ta relation avec Dieu, elle n'a de valeur que quand il t'apporte que du bien. En fait, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu, il doit toujours t'apporter, mais... sans que, en fait, mais toi, tu lui apportes quoi en retour? Qu'est-ce que toi, sur quoi t'es prêt à faire des compromis, tu vois? Et on est toujours dans le truc de, oui, moi, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et en fait, tu vois, ce capitalisme-là, il se matérialise partout. Et même, tu vois, parce qu'il y en a qui ont, un truc que j'ai, en tant que converti, que je déteste, c'est quand il y a des personnes qui sont musulmanes de naissance qui parlent sur ce qu'ils ne connaissent pas dans le christianisme. C'est important d'être factuel et quand on critique quelque chose, de savoir ce qu'on critique, etc. Mais par exemple, il y en a qui se disent, oui, voilà, les chrétiens, ils n'ont pas de règles, ils font ce qu'ils veulent, en gros, c'est que dans le cœur, etc. Va lire l'évangile de Jacques, tu vas voir. Lis l'évangile de Jacques et tu verras que tu retrouves les mêmes choses. Bon, après, entre nous, musulmans, c'est logique, mais tu retrouves les mêmes choses que dans le Coran, dans le sens où, dans l'évangile de Jacques, tu lis, alors là, j'ai pas le verset biblique exact, mais que... À quoi bon dire que, en gros, tu aimes Dieu si tu n'agis pas comme si tu aimes Dieu? En fait, donc les actes sont importants comme les actes d'amour. Donc là, par exemple, tu vois, on revient du coup sur la relation homme-femme, ou amoureuse, ou amicale, de dire que tu aimes une personne,
mais tu ne lui montres pas. Et montrer, en fait, pour chacun, ça va être différent. Il y en a, ça va être Oui, bouquet de ouais, fleurs. j'allais parler de ça, Voilà, il y en a, ça va être vraiment que tu vois, en fait, la personne, comme Lynette et Tom. Tu sais, l'exemple où il la laisse faire parce qu'il a compris ce dont elle avait besoin. Et c'est ça l'amour aussi, en fait. Même d'un parent à un enfant, moi, je pense que c'est vraiment voir l'autre pour ce qu'il est. Et ouais, de l'observer et de le comprendre déjà. Mais d'ailleurs, comment toi, donc tu as sur la partie, comme on disait juste avant, donc maintenant tu as dit que c'est arrivé sur un juste milieu. Donc là, maintenant, à ton âge, pour toi. Par rapport à quoi? Au couple? Ouais, au Aux couple, relations? ouais. Ce que j'attends, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'attends? Donc, Qu'est-ce que je donne? même, tu vois, tu parlais de l'exemple de tes parents où, voilà, avant, tu disais, oui, tu vois, tu voulais être comme ta mère. Voilà. Et ensuite, donc, tu as eu d'un côté un discours contraire. Ouais. Mais donc, toi, tu disais, mais en gros, Ouais. genre. Ma disséminence, je l'ai expérimenté jusqu'au bout parce que, pour ceux qui ne me suivent pas, aujourd'hui, je suis dans une famille recomposée. Et en fait, justement, ta question, c'est un truc de ouf. Puisque ma dissonance, le jour, j'ai plongé dedans. C'est que j'ai eu ce truc où je me suis mise, en plus de l'éducation, enfin de ce que j'ai vu, puisque mes parents m'ont pas éduquée comme ça en soi, puisque la preuve, mon père, tous les deux, ils m'ont dit va te trouver un taf, tu vois. Donc en soi, j'ai pas été éduquée comme ça, mais par l'exemplarité que j'ai eue, j'ai rajouté cette image religieuse que oui, la femme c'est à la cuisine, la femme soumise, etc. Ça m'arrangeait aussi dans ce que je voulais, ce que je souhaitais à la base. Ça allait dans le message que tu voulais initialement. Voilà. Donc je me disais, ça arrange. Et puis ce que tu disais là, jamais quelqu'un ne pourra me dire, ici c'est moi qui paye, c'est moi qui gère qui. Quand j'étais confrontée à ce genre de phrase, pardon, ce jour-là, j'ai dit, merci, j'ai écouté mes parents. Ouais. J'ai dit plus jamais. Plus jamais. Et ça aussi, quand on parle de cet équilibre, ce que l'homme donne, la femme donne, etc., jamais j'ai entendu mon père faire des remarques comme ça, tu vois. Pourtant, ma mère, avant, encore une fois, qu'on ait à partir aux Comores et que la vie change un peu, mais dans le avant, parce que moi, ma vie, je la sais pas. Financièrement, franchement, il y a trop un avant-après. J'ai eu 2 enfances à l'antipode, quoi, tu vois. Et tu sais, il y a des moments, vas-y, elle se permettait, elle faisait trop ses petites folies et tout ça. Et mon père, il était là, non, là, je t'avais dit de calmer et tout, mais sans plus, tu vois. Et tu vois, ce truc de, en fait, asseoir le pouvoir par la finance, c'est ça, qui est un jeu de pouvoir. Moi, j'ai jamais vu un jeu de pouvoir dans ce que j'ai observé encore une fois. Après, je pense pas qu'en plus de 30 ans de mariage, j'ai jamais eu d'embrouille, mais je les ai jamais entendus. En tant qu'enfant, je les ai jamais entendus. Mais de mes yeux, j'ai jamais vu de jeu de pouvoir comme ça, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu que, mais l'argent, c'est un pouvoir, pardon, pas moi. Ouais. Pas moi. Moi, et en fait, tu vois dans ça, en fait, tout réside avec les intentions. C'est ça. Parce que là, comme tu dis, par exemple, ton père, c'est normal, il a dû réfréner ta mère à certains moments parce que, en fait, de manière logique et rationnelle, madame, faut se calmer financièrement. Mais parce que c'était, enfin, je pense pas qu'elle a même vécu comme une injustice ou autre, parce qu'elle savait qu'il y avait une raison qui justifiait ça et qui n'était pas contre elle. Tu sais qu'en tant qu'adulte aussi, c'est une discussion que j'ai de nouveau eue avec elle, puisqu'il y a un truc qu'il faut que je dise, et je pense que ça pourra aider des petites sœurs. Moi, du coup, j'ai eu ce rapport en mode, oui, l'argent, c'est moi qui, non. Donc, j'ai dit, une fois, pas deux. Je suis partie, j'ai commencé à travailler et tout. Après, c'était une personne, franchement, qui gérait tout, du coup, puisqu'il y avait vraiment cette image religieuse et tout. Donc, quand j'allais travailler, c'était vraiment mon argent de poche. Et même au bout d'un moment, franchement, il s'est excusé même de son comportement et tout. Mais moi, j'étais restée sur ma fierté en mode, non. Il y a des phrases qu'on ne veut plus entendre. Je prends tes excuses, mais voilà. Donc, moi, je continuais à me faire mon argent de poche, à travailler et tout ça, mais c'était vraiment que du kiff. Mais même après séparation et tout, j'avais vraiment gardé cette image de l'argent c'est du pouvoir, on ne fait plus ça. Donc je suis partie après justement dans cette image de gérer financièrement c'est important. Mais quand, tu vois, il y a des choses dans ta tête, tu es déterminée, tu te dis c'est ça qu'il faut. Et puis quand au bout d'un moment tes nerfs se calment, tu te réconcilies un peu toi-même et avec justement ta valeur. En tout cas moi ma valeur c'était ça, c'était en mode moi comme j'ai dit je peux me réveiller, te faire ton petit déj, je peux être cette femme, il n'y a pas de souci. Mais mets-moi bien, tu vois. Ouais. Et quand je me suis réconciliée avec cette image-là, arrêter de vouloir prouver ma puissance par que il n'y a pas d'ascendance sur moi par là. En fait, c'est là aussi où je me suis retrouvée dans une situation où je me dis mais il y a des choses que je porte que je ne veux plus porter. Tu vois. Et là, ça a été des renégociations, des conversations, des tout ça, tu vois. Mais il y a des moments aussi, je trouve que c'est important de voir un comportement qu'on a parce que ça fait partie de moi
ou c'est la réponse à une blessure. Exact, ouais. Ou c'est une réponse à je veux prouver que. Mmh. Parce que quand après tu te réconcilies à nouveau avec toi-même, tu te dis mince, là je me suis mise dans une situation. Est-ce que tu m'as envoyé Qui m'a envoyé Je pas veux pas forcé. sortir de là, tu vois. Ouais. Et ça en plus c'est vrai, parce qu'à l'inverse, c'est des phrases qu'on me disait, mais c'est toi-même qui disais que, c'est toi-même qui voulais que. Et toi t'es là, ouais, mais en fait, je me suis rendu compte que, tu vois. Ouais. Donc, ouais, non, il y avait de ça. Et du coup, l'autre point sur lequel je vais venir, oui, ma mère, en tant qu'adulte, à un moment, c'est vraiment une question, parce que cette question d'argent, et les réseaux aussi, parfois, savoir mettre pause, ça te pollue l'esprit. De ouf. Les histoires de 50-50, non, un homme doit tout faire, non, ceci. Faut trouver, vous, qu'est-ce qui vous convient, en fait. Absolument. Vraiment. Et justement, au vu de moi, l'image d'enfant que j'avais du couple de mes parents, un jour, je me suis posée avec ma mère, je dis, maman, pour de vrai, financièrement, papa et toi, c'était comment, tu vois. À savoir que, bon, ça, c'est des mots que je mets aujourd'hui en tant qu'adulte, mais enfant aussi, j'avais remarqué que entre la famille de ma mère et mon père, c'était pas pareil. Enfin, on a toujours, la famille du père et de la mère, c'est toujours très différent. Mais moi, il y avait vraiment quelque chose, c'était très différent. Et un jour, j'en ai parlé à mon frère aîné, j'ai dit, hey, j'ai compris. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, en fait, papa, chez papa, c'était vraiment, entre guillemets, hein, je vais pas dire bourgeoisie, mais les intellectuels comoriens. Ok, j'ai compris. Et ma mère, bon, c'était la famille de base. Ouais. Et mon frère, il a dit, bah oui. Je dis, toi, tu dis, bah oui, mais mettre des mots sur ça, pour moi, dans mon enfance, je voyais trop de trucs. Chez mon père, c'était... Il y avait quelque chose. Chez ma mère, tu sais, quand je suis du côté de ma mère, je suis trop, tu vois. C'est, voilà. Et en fait, ouais, puisque du côté de mon père, par exemple, même mes tantes, j'ai une tante qui est médecin. Tu vois, la jumelle à mon père, elle est médecin. Ils ont étudié tout ça à l'étranger. Donc, tu vois, on revient sur le côté voir comme un individu. Voilà, tu vois. Ouais. Et mon père, en vrai, il est en France, il a un brevet des collèges français, mon père. Il est arrivé en France, il avait 13 ans, tu vois. Et ma mère, elle a arrêté l'école au CE2. Voilà. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment deux mondes très, très différents, tu vois. Et ma mère, elle me disait, ben, en fait, moi, c'est ton père qui, tu voyais, de toute façon, il gérait tout. Et voilà. Et quand je prends, tu vois, même moi, quand j'ai commencé à avoir des besoins et tout, mon père, il me laissait. Ça, c'est un truc en plus, mon père, il peut te laisser sa carte. Parfois, j'ai la CB de mon père pendant des 2-3 semaines, tu vois. C'est lui, il me dit, Amel, j'ai besoin de récupérer ma carte. Voilà, j'ai grandi avec ce genre d'habitude aussi, tu vois. Et moi, par contre, je disais à ma mère, oui, mais bon, toi, en tant que femme, puisque parfois, c'est toi qui gérais certaines choses et tout. Ah oui, je pense une précision importante, mon père est expert comptable. Okay. J'ai oublié. Et dans les chiffres. Voilà. Donc, ouais, il a toujours un peu calculé les choses et tout. Et je disais à ma mère, mais comment tu gérais par contre? C'est-à-dire que papa, il te disait, j'ai tant sur mon compte en banque, donc gère ça. Elle me dit non, elle dit en vrai, mec, je te dis la vérité, j'ai jamais su ton père a combien. Il me donne sa carte, il me dit, je lui dis de quoi j'ai besoin aussi, si je vais faire un vrai truc, mais voilà. Je dis oui, mais parfois tu sais qu'il faut faire attention. Donc, moi, je suis quelqu'un, je pense, j'ai hérité ça de l'ADN de mon père, du coup, je suis quelqu'un, j'ai besoin de chiffres, de concret, c'est flou là ce que tu me racontes. Et ma mère, elle me dit non. Quand parfois il me dit fais attention, il me dit tiens ma carte, mais n'abuse pas. Je dis mais ton n'abuse pas, tu dis quoi? C'est quoi la limite? J'abuse pas 50 €, j'abuse pas 100 €, j'abuse pas 300 €. Elle me dit non, je sais. Et puis voilà. Et il m'a jamais fait de remarques non plus. Donc ils ont trouvé leur équilibre, tu vois. Et je disais, ah, c'était space en fait, tu vois. Mais voilà, après, comme j'ai dit, ma mère, elle a fait des petits boulots quand même et tout. Elle a sa retraite et tout ça. Mais même ça, elle dit, c'est ton père qui gère. Elle dit, moi, je ne sais pas. Elle fait, voilà. Et puis même, bon, aujourd'hui, ma mère, elle sait lire. Mais je me rappelle que quand j'étais vraiment enfant, ma mère, elle lisait pas mes mots d'école et tout. Elle dit, je peux pas, donne à ton père, tu vois. Donc, c'est vraiment lui qui gérait tout ça. Mais je me dis... Parce que franchement, quand j'ai eu cette conversation avec ma mère, j'en ai parlé à un pote et tout, j'ai dit, ah ouais, même moi en tant que femme, maintenant je me rends compte de beaucoup de choses et tout. Et mon pote, il m'a dit, ouais, mais tu vois ça, c'est-à-dire que c'est une vraie relation de confiance. Ouais, exactement. C'est ce qu'on ressent dans leur relation. Ouais. Il dit, il faut vraiment que tu sois en confiance. Et j'ai dit, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, en 2024, est aussi amoureuse et grand soit l'homme, je peux pas laisser ma vie comme ça dans la retraite. J'ai dit ça se fait plus en 2024. Ouais, clairement. Je peux pas dire je sais même pas sur ma retraite j'ai combien, ça se peut plus, tu vois. Et ça aussi faut l'accéder à son temps, tu vois. Et c'est ça moi en tant que femme et non plus en tant qu'enfant. Tu sais parfois tu vois c'est que comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, on se construit toujours ou en opposition, en alignement par rapport à ce qu'on a vécu. Genre, ah, moi, j'espère que je serai comme mes parents. Ou, ah, moi, mes parents, là, ce qu'ils m'ont fait, c'est mort. Moi, je serai pas une mère comme ma mère. Moi, je vais faire ci, je vais faire ci. C'est toujours en alignement, en opposition.
Et dans la vingtaine, tu fais tes expériences. Et vers la trentaine, tu te dis, tu stabilises. Voilà, tu stabilises. Ça, je le prends, ça va. Ça, je le prends pas. Ça, oui, ça, non. Tu fais ton équilibre. Et franchement, quand j'ai eu cette conversation avec ma mère, je me suis rendu compte que, ouais, il y a des trucs où, non, c'est mort. J'ai besoin de mon positionnement. Heureusement, je les ai écoutés. J'ai mon indépendance financière et tout. Mais il y a une valeur profonde que j'ai trouvé beau et que pour moi, c'est important de vouloir retrouver aussi dans ce respect du couple et dans cet équilibre du couple, tu vois. Parce que enfin, moi, c'est l'image dans laquelle le foyer dans lequel j'ai grandi, je trouve ça beau, tu vois. Non, c'est beau. Et puis, en fait, le truc, c'est que, tu sais, en fait, on a l'impression un petit peu de... Par exemple, quand tu parles avec des personnes qui veulent se marier, en fait, ils occultent un petit peu le travail que ça demande, parce que c'est un travail de communication. C'est des ajustements, c'est analyser l'autre, écouter, entendre l'autre. Et là, on sent vraiment, en fait, tes parents, ça transparaît bien, que ce sont des gens qui s'aiment, mais qui s'aiment pas. En fait, j'aime juste le fait que, je sais pas, elle se lève à 5h du matin pour me faire le petit déjeuner. Non, j'aime la personne qu'elle est. Ou j'aime ton père, pas parce qu'il me ramène l'argent à la maison, parce que bon, ça, au final, n'importe qui peut le faire. Mais je l'aime pour autre chose. Donc il y a un truc entre eux que tu ressens, et je sais pas si je peux dire que ça se perd, parce qu'au final, je pense que même avant c'était rare, en fait, c'est des relations comme ça. Donc on a beaucoup, bon, faut pas non plus tout mettre sur la nouvelle génération. C'est déjà à l'époque, en fait c'est unique, mais ça se travaille. Et surtout, bon, peut-être pas à l'époque de ta mère, c'était peut-être pas, il y avait pas encore toutes ces données, mais aujourd'hui, nous, on a suffisamment de recul pour voir que si on veut ça, déjà, ça demande de clarifier ce qu'on attend chez une personne. Déjà, commençons par là. Qu'est-ce qu'on attend chez une personne, au-delà de ce qu'elle apporte matériellement? Parce que même, par exemple, tu vois, quand on prend... Moi, c'est pour ça que ça me fait un peu de peine quand je vois aujourd'hui qu'on revient un peu à ces trucs-là. Je vais prendre vraiment sur les discours par rapport aux hommes. Oui, l'homme doit apporter, doit rester... Donc nous, par exemple, ce que j'aurais dû aussi préciser, c'est que, lié au fait, notamment que je porte le voile, etc., donc il y a eu beaucoup de blocages au niveau de ma vie professionnelle, etc., et après j'ai eu mes enfants, et bon, la crèche, tout ça, si on fait tous les jours, ça aurait un coût. Donc moi, ce que je pouvais apporter, c'était vraiment pas suffisant. Parce que bon, même quand t'es entrepreneur, en fait, c'est l'argent de ta société, c'est pas ton argent. On a beau dire les 10 000 par mois, non. Et en plus, on a des objectifs à moyen, à long terme. Et donc il y a un moment où en fait on a dû basculer sur mon mari qui gère intégralement. Et on a essayé de trouver toutes les solutions possibles sur le moment T, parce que en plus ma fille, elle avait quel âge? Elle avait 1 an et quelques. Et c'était chaud. C'était chaud c'était le moyen le plus raisonnable possible pour moi. Donc il a fallu que je fasse un deuil, entre guillemets, de ça, et de me poser. Et de me dire, ok, alors, est-ce que tu veux travailler parce que c'est la société? Est-ce que tu es influencé par la société? Pourquoi? Et c'est quand j'ai fait, donc, j'ai une association qui s'appelle Les Doués d'Intelligence, où on a accompagné 4 femmes en fait, liées à un divorce, qui se sont retrouvées en précarité financière, endettées. Et j'ai beaucoup appris à leur contact, dans le sens où elles, c'est que des femmes, enfin la plupart, c'est des femmes qui voulaient se remarier et qui beaucoup veulent être femmes au foyer. Et donc moi, ça m'a permis de me dire, non, en fait, moi, j'ai une de mes proches qui a dit, ça m'étonne toujours quand tu te décris comme une femme au foyer. Alors que moi, je vois ce que tu fais, t'es entrepreneur, etc., etc. Et je lui dis, mais en fait, je dis juste femme au foyer, dans le sens où, si on me demande ce que je fais en termes de pourcentage, 80% de mon temps, en vérité, c'est ça, pour l'instant. Je sais ce que ma fille, elle aille à l'école. J'ai dit, mais du coup, je sais que c'est pas pour moi. J'ai dit, moi, mon objectif, c'était jusqu'à ce que mes enfants, ils rentrent à l'école. Parce qu'après, je veux qu'ils soient, faites votre vie, en fait. Il y a d'autres personnes qui vont vous apporter que moi. Mais je dis, moi, je sais que j'ai fait ça, mais je n'aime pas. J'aime pas ça. Tu sais, par rapport à ce que tu dis, cette définition aussi de femme au foyer, on a beaucoup cette image que être une femme au foyer, c'est quelqu'un qui fait pas grand-chose ou qui ne fait rien. Pardon. Alors que, encore une fois, je trouve que là, au début, tu mettais beaucoup en avant les classes sociales ou culturelles, et c'est important. Quand tu regardes... Mais c'est toi qui regardes ces séries-là, de Rich Housewives, je sais pas. En tout cas, Real Housewives. Voilà. Yeah, of Atlanta. Précisément. Quand tu vois une certaine catégorie de femmes au foyer,
Je suis désolée, mais elle gère des associations, elle gère des choses dans le quartier, même par rapport à... Elles entreprennent des choses. Ouais. C'est juste que, comme tu dis, en termes de pourcentage ou de ce que tu rapportes sur le plateau pour Voilà. payer l'électricité, etc., Voilà. ça non, mais ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Et Elle contribue énormément. Et ça même, socialement parlant, bon, je ne suis pas une spécialiste, mais je sais que ça a fait partie des choses qui ont basculé dans la France après-guerre, parce que les femmes n'étaient plus au foyer, elles ont dû travailler parce que les hommes étaient à la guerre. Et c'est ça aussi où il y a eu les premières crèches, etc. En fait, ça prouve que, en fait, quand une femme, elle est dans son foyer, c'est pas qu'une question que je fais qu'au foyer. C'est que dans toute la société, ça contribue à énormément de choses derrière. Bah oui, et puis même sans ça, enfin, quand même quand t'es au service de si t'es pas au service de tes enfants, tu peux être au service de tes parents et ainsi de suite. Donc en fait, même ça, en fait, tu fais jamais. En fait, je pense que là où tu fais rien entre guillemets, c'est t'es femme au foyer, t'as pas d'enfants. Là, j'avoue, ça doit être doux. J'avoue, doux, carte de ton mari, etc. Ça doit être doux. Parce que du coup, t'as pas et t'as pas de famille à t'occuper, etc. Oui, bah là, tu peux te concentrer que sur toi. Et ça, je trouve que pour les femmes qui le font, c'est bien pour elles, quoi. Mais la plupart du temps, non, quand t'as des enfants, je trouve que c'est... Après, pour moi, c'est vraiment, au final, donc là, on revient sur soi. Chacun, il y a des personnes qui adorent ça. Donc en fait, dans tous les cas, c'est trouver ce qui fonctionne pour toi. Et donc moi, je me suis vraiment interrogée. Je me suis dit, ok, donc non, moi, je sais que j'aime pas ça, mais je suis quand même fière de... J'avais un engagement, je sais pourquoi, parce qu'en fait, on aurait pu me dire, ouais, mais si tu sais que t'aimes pas ça, pourquoi t'as fait ça? Et en fait, je savais que la culpabilité aurait été trop forte pour moi. Tu vois, il y a ça, en fait. Je sais que entre les deux, oui, il y a ce que j'aime faire. Mais là, je sais que dans ce cas-là, je me suis dit, en fait, c'est 3 ans. Enfin, 3 ans, du coup, multiplié par 2. Enfin, pas multiplié par 2, mais pour mes 2 enfants, jusqu'à ce que leurs 3 ans. Et je me suis dit, en fait, je leur ai apporté suffisamment de ressources pour qu'ils comprennent maintenant que ça y est, en fait, vous êtes votre propre personne. Vous avez des choses à apprendre des autres. Vous avez des choses à apprendre de moi. Mais je ne peux pas être la seule personne sur laquelle vous comptez. Première chose. Deuxième chose, je me suis dit, ok, donc pourquoi j'aime le travail? Et après, je me suis dit, en fait, au-delà, ce que j'aime dans le travail, c'est pas ça, c'est apprendre. Mais on pourrait me dire, ouais, mais si tu peux apprendre, tu peux être étudiant ou truc. Non, moi, j'aime apprendre et appliquer. Parce que juste apprendre, avoir le savoir théorique, etc., ça ne me nourrit pas suffisamment. Et l'autre chose, et ça, c'est quelque chose qui est important, et je trouve que, là, je m'adresse aux des personnes qui vont dire, oui, donc en gros, les femmes qui travaillent, bref, qui ont plein de choses à dire sur les femmes qui travaillent. De manière très pratique, comme tu dis sur le côté inflation, nous récemment avec mon mari, financièrement il y a beaucoup de choses à payer, etc. Et je me suis dit, tu vois, typiquement, là il y a le fait que j'avais des revenus, ça a permis d'aider mon mari. Et moi je me suis dit, tu vois ça, je ne peux pas vivre avec l'idée que si tu as besoin d'aide, je puisse pas t'aider. Donc on est revenu sur quelque chose de, ok, repréciser pourquoi, donc au-delà, parce que maintenant, je me dis, j'ai confiance en mon mari sur la question de domination, etc. On n'est pas un couple qui est dans ça, etc. Chacun a sa place, donc on n'est pas dans ça avec lui, ce couple-là. Mais je lui dis, mais quand même, je tiens toujours à avoir quelque chose pour moi. Déjà, on sait jamais, même si tu meurs, on va pas se mentir, si tu meurs pour les enfants et que je puisse assurer. De deux, parce que moi j'ai aussi, par exemple, ma belle-mère. Quand on a changé de mode et que mon mari a tout géré, elle m'a dit, ça m'a beaucoup surprise de toi. T'es très indépendante. Et en fait, elle savait pas que il y avait d'autres choses derrière. Et je lui ai dit, mais en fait, vous savez, j'ai dit, parce qu'elle me dit, ça te fait un trou sur ton CV du coup. J'ai dit, vous savez que j'ai aucun trou sur mon CV? J'ai dit, en fait, là, mon CV, il est rempli, même dans mes années où j'ai été là pour mes enfants, donc comme si j'étais en congé maternité ou parental, peu importe, mon CV, il est rempli. J'ai dit, moi, je me suis toujours assurée que si j'ai besoin de retrouver un travail, mon CV, il y a 0 trou sur mon CV. Et du coup, elle a compris. Et en fait, elle a vu que ma manière de me protéger, c'était OK. Pas forcément, donc oui, j'ai pas de revenus, etc. Enfin, ou pas suffisamment pour faire vivre tout un foyer. Mais demain, si je veux trouver un emploi, mon CV, il est là. Donc, c'est pas forcément que sur la question de l'argent. Et au-delà de ça, pour moi, ça m'apporte un apaisement de me dire, mon mari, je compte sur lui, mais je veux qu'il puisse compter sur moi. Donc dans notre relation, et puis au-delà de l'amour, hein, dans les relations des personnes avec lesquelles que j'aime, donc même en amitié, on revient sur l'amitié, c'est important de se dire que on peut compter les uns sur les autres, pas de manière inconditionnelle. Moi, je suis contre le côté inconditionnel parce que je pense qu'il n'y a pas assez de limites. C'est un peu tout et n'importe quoi. Et on peut te faire tout et n'importe quoi. Hein. Tu vois, par exemple, c'est comme pour les personnes qui vivent dans les quartiers, mais la loyauté du quartier.
le truc de ouais, les balances. Alors moi, je trouve ça très drôle que une personne soit catégorisée comme une balance quand elle va dire certaines choses, mais par contre, quand toi, tu vois la sœur de ton pote qui est avec un mec, t'es la première balance. Donc, faut être cohérent. Deux poids, deux mesures. Deux poids, deux mesures. Voilà, ce deux poids, deux mesures. Et puis bon, ce truc de, oui, la loyauté. Donc en gros, la loyauté, c'est que quand on fait des conneries sur des trucs. Mais je veux dire, on peut pas tout supporter. Je veux dire, demain, je suis désolée, mais t'es un de mes amis, tu me dis, ouais, je suis désolée, je vais prendre un truc très dramatique. J'ai violé, j'ai tué un enfant. Tu t'attends à ce que. Donc là, je dois faire quoi? Je dois te féliciter, je dois venir t'aider à enterrer le corps, je dois faire quoi? Et on va dire, ouais, non. C'est-à-dire que là, pour moi, déjà, je suis désolée, moi, si demain je venais à tuer quelqu'un, j'appelle pas un de mes amis. J'aime mon ami, tu crois que je vais l'appeler et le mettre dans la merde? Tu vois? C'est super fort ce que tu dis, puisque pour certains, oui. Ouais, mais en fait, regarde comment l'homme, il est égoïste. Mais tu vois, moi, ce que tu dis, ça me fait beaucoup penser à les attentes qu'on peut avoir. Moi, je sais que c'est aujourd'hui que je suis OK avec ça, ou que je l'ai découvert aussi à travers des relations. Tu sais, autant je suis une personne, je suis à l'écoute, je suis très à l'écoute, je peux être là, mais je suis une personne qui est très présente à partir du moment où tu me le demandes. Tu m'appelles pas, tu me verras pas. Je trouve ce genre de personne. Et au début, du coup, ça m'a confrontée à des situations que je ne comprenais pas. Ok. Et vraiment, je comprenais pas. Bon, aujourd'hui, je comprends mieux. Et avant d'en arriver là, je sais que moi, une chose qu'on a pu souvent me reprocher, et là, c'est tout, hein, que ce soit amitié, relation de couple, même ma propre famille. Mes parents sont les premiers à me le dire. D'ailleurs, moi, je suis trop l'enfant, je m'en fous de tout. L'enfant, je m'en foutiste, c'est moi, clairement. C'est... Tout me passe au-dessus de la tête, ouais, coupe ta vie, voilà. Ça, c'est vraiment le truc. Mais vraiment, et moi, je suis vraiment l'enfant... je me rappelle, un jour, mon frère, il m'a dit, ouais, tu sais, Amel, les parents, ils s'inquiètent... Et encore, j'avais pas d'indépendance financière à ce moment-là, mais ils se disent, toi, un jour, tu pourrais trop être à Marseille, on sera pas. Ça, c'est trop. Je suis cette personne-là dans la famille. Et en fait, au début, voilà, ça, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup reproché, vraiment. Et comme je te dis, toute relation. Et moi, je comprenais pas, je disais, ouais, c'est les gens qui sont des drama queens, c'est les gens qui sont des drama queens. Au bout d'un moment, bon, tu prends un peu tes responsabilités. Donc, encore une fois, je vais pas changer qui je suis. Mais j'ai jaugé quand même ouais, mais parfois, implique-toi quand même un peu plus ou montre-le. Il y a des personnes qui ont besoin que tu le montres un peu plus, voilà. Mais ça, voilà, c'est un trait de clairement, c'est vraiment un trait de ma personnalité, tu vois. Et à un moment, j'en parlais avec une personne, une amie à moi que je connais depuis le collège au Bled. On était au collège ensemble et tout ça. Et il y a pas longtemps, elle m'a invitée à manger chez elle. Et pareil, hein, là, on pourrait croire, ouais, ils se connaissent depuis le collège, au Bled, etc. Cette personne, depuis qu'elle arrive en France, on ne s'est jamais vu. Sachant qu'elle est arrivée en France post-bac, aujourd'hui, on a la trentaine. On ne s'est jamais rencontrés. C'était la première, c'était il y a 3 mois, là, c'est la première fois qu'on s'est vu depuis qu'elle arrive en France, tu vois. C'est genre, et pourtant, elle fait partie des amis, pour ceux de l'ancienne génération, vous allez comprendre, qui même quand je suis revenue vivre en France, on gardait contact par MSN et tout. Hein. Sachant que MSN, à l'époque, déjà, au Bled, il fallait se connecter au cybercafé. Et genre, donc c'était vraiment une personne à qui, voilà, les liens sont forts. Et en fait, on parlait un peu de tout ça. Et c'est une personne qui a accouché très prématurément. Elle a accouché sa fille à 4 mois. Wow. Et voilà. Et en fait, du coup, pourquoi je parle de ça? Parce qu'on parlait des liens. Et elle disait, moi déjà, mec, j'avoue, je suis trop de mauvaise amie, je suis la personne, je vais jamais appeler, tout ça, nanana. Elle a un niveau au-dessus de moi, elle, tu vois. Elle a dit, mais depuis que j'ai ma fille, c'est encore pire, tu vois. Et elle a dit, et moi, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont reproché, mais moi, déjà, bon, ma fille a eu l'épreuve en soi, on ne savait pas si elle allait rester en vie ou pas. Et puis même après, maintenant qu'on a été assuré que tout va bien, j'ai des choses à rattraper avec elle, en fait. Elle est, voilà, c'est très, ça se comprend, c'est particulier. Et en fait, du coup, on parlait de tout ça, des attentes en amitié et tout, et je lui ai dit, mais tu sais quoi, moi, je pars du principe que, pour moi, elle disait, pour moi, si on est vraiment amis, en fait, justement, il y a des reproches qui me choquent parce que je pars du principe que tu me connais. Tu sais que, que je serai là pour toi. Viens me voir, tu sais que je serai là. Et je dis, bah, tu vois, justement, moi, je pars du principe que même si on ne se parle pas, pourtant, je fais partie des rares personnes à qui elle a avoué qu'elle avait accouché et accouchant prématuré. Parce qu'au niveau amical,
Enfin, c'est là que je l'ai découvert, elle n'en avait pas parlé à des gens. Et c'est même moi qui a annoncé à une tierce personne qu'elle a eu un enfant. La personne ne savait pas, je me suis dit, en fait, j'ai gaffé, désolée. Tu vois, et elle m'a annoncé que voilà, c'était une période où elle vivait une épreuve de fou et on n'était pas en lien pour autant à cette période-là. Et je lui ai dit, mais tu sais, malgré tout ça, je sais que même si tu étais là, tu avais ton enfant entre la vie et la mort, il m'aurait arrivé une dinguerie, je sais que j'aurais pu t'appeler et te dire, écoute, je sais qu'en ce moment c'est chaud, mais j'ai besoin de toi, accorde-moi 30 minutes, il faut qu'on s'appelle. Et elle a rigolé, elle a fait, et j'aurais décroché, tu vois. Et inversement. Mais sinon, toutes les deux, on est trop des personnes, vas-y, tu vois. Il n'y a pas ce temps-là. Et en fait, ça, ce côté attente, demande claire et tout, moi, j'avoue que j'ai eu du mal au début à pas comprendre. Et aujourd'hui, par contre, c'est quelque chose que je suis très claire quand je suis avec les gens. Et je comprenais pas aussi pourquoi les gens pouvaient poser ça sur moi. Et en fait, là, c'est deux potes qui m'ont fait la remarque. Il y a Eve déjà qui m'a dit que, tu sais, Amel, quand tu as une présence, tu as une vraie présence. Donc, ça peut aussi laisser cette idée que dans ton absence, en fait, tu as cette disponibilité qui est là, tu vois. Alors que moi, quand je suis là, je suis présente. Mais en dehors de ça, même là, quand on se fait des audios, tu vois, je te réponds parfois 2 semaines après. Moi, quand je suis pas là, je suis pas là. En tout cas. Voilà, tu vois. Mais si demain, tu me dis, là, tel, franchement, je suis à ta porte, tu vois. Et au-delà de ça, dans mon mécanisme personnel, donc là, c'est propre à moi, c'est pas quelque chose que je projette, mais moi, je sais que dans mes galères et tout ça, je me gère. Ce que je veux dire par je me gère, parce que je déteste l'image de la femme noire forte, on a besoin de personne, faut consulter les gens. Et demander de l'aide, consulter, faut arrêter de croire que tout se gère. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mon côté solitaire fait que, et la vie que j'ai eue aussi, j'attends pas beaucoup des gens, tu vois. Quand je dis la vie que j'ai eue, c'est que je suis partie vivre au bled quand j'avais 13 ans à peu près. Mais moi, j'avais mes attaches en France. Bah, bien sûr. Donc, en fait, à 13 ans, j'ai été coupée de mes frères. J'ai été coupée de mon père. Je suis une vraie fille à papa, je pense que ça a dû s'entendre de toute façon. J'ai été coupée de mon père, j'ai été coupée de mes frères, j'ai été coupée de mes cousines, de mes amis, j'ai été coupée de tout le monde. Au bled, je me suis retrouvée. Je me suis recréée cette identité, parce que bon, double culture, tu connais. Au bled, je me disais, là, je suis vraiment moi-même. On m'a recoupée de ça, on m'a renvoyée en France encore. Je faisais que changer d'école à chaque fois en France. Après, il y a eu mon parcours personnel. Là, je vous invite encore une fois à mon interview. Pareil, quand je suis partie vivre en Arabie Saoudite, je me rappelle, j'avais même écrit un texte là sur Al-Kalam. J'avais dit, puisque parfois sur Snap et tout, je voyais ma famille, tu sais, les gens continuent de vivre. Et je disais, il se crée des souvenirs pendant que moi, je n'en deviens plus qu'un. Tu vois. Donc, j'ai toujours eu ce truc où moi, j'ai été baladée partout, j'ai vécu là. Mais ça a fait que, quand j'étais dans l'adolescence, jeune femme et tout, ça a été difficile, mais avec le temps, aujourd'hui, on est là, on partage quelque chose. Demain, on n'est peut-être pas ensemble, mais c'est tranquille. Et un jour, on se retrouvera, c'est tranquille. Moi, j'ai remarqué que j'ai trop ces liens-là avec les gens. Là, on peut être là comme ça, et on va pas s'entendre parler l'une de l'autre pendant 3 ans, et un jour, on va se retrouver, c'est comme si c'était hier, tu vois. Mais c'est comme ça, c'est la vie, parce qu'on a tous nos vécus et tout. Et en fait, je trouve sur ça, parce qu'en fait, moi, quand tu parlais, je me suis dit, c'est exactement mon fonctionnement. Et ça, faut trouver le bon cercle qui te comprend sur ça, qui sait, qui t'a compris. Et après, maintenant, une de tes forces aussi, maintenant, c'est que comme tu te connais, par exemple, si tu dans de nouvelles amitiés, tu vas pouvoir, de manière explicite, dire comment t'es. Et c'est ce qu'on n'avait pas, tu vois, peut-être avec la jeunesse. Mais c'est ça qui, maintenant, c'est ça aussi, voilà, l'avantage de vieillir, de se dire on se connaît mieux. Donc maintenant, on peut expliquer, voilà, bah écoute, moi, en amitié, je fonctionne comme ci, comme ça, comme ça. Et mais voilà, tu sais davantage même ce que tu attends ou pas de l'autre et ton fonctionnement. Et c'est vrai que tu vois, en vrai, je pense que c'est aussi très à cause des séries, tu sais, qu'on regarde dans l'adolescence où en fait, comme tu as dit, l'amitié, c'est ride or die, on s'appelle tous les jours. Et en fait, si c'est pas ça, c'est faux. Mais de se dire qu'il y a des personnes qui. Moi, je me rappelle, j'ai une de mes amies, elle a eu son fils qui est décédé quand il avait 3 mois. Et moi, j'ai pas été suffisamment confrontée à la mort dans ma vie. J'ai été confrontée à plein de choses, pas à la mort de famille proche. Donc, à ce moment, je ne savais tellement pas comment réagir. Je ne suis même pas allée à l'enterrement. Et en fait, on a échangé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, des collègues avec qui elle s'entendait beaucoup moins et tout, qui sont venus à l'enterrement.
Et moi, j'ai échangé avec elle et je lui ai dit, mais tu sais, mais elle m'en a pas voulu. Je lui ai expliqué, je lui ai dit, je pensais que tu avais besoin d'air. En fait, tu aurais besoin qu'on te laisse tranquille. Dans le sens où moi, je sais que quand je vis une épreuve hyper difficile, je veux pas qu'on parle. Je veux pas que tu saches que je suis en train. En fait, pendant que je suis en train de le vivre, me parle. J'ai pas envie que tu me parles. J'ai pas silence truc. Je vais pas te dire que je suis en train de vivre ça. Et quand c'est fini, je viens te le dire. Donc comme je suis comme ça, je pensais. Moi, j'ai voulu lui laisser son espace. Alors qu'en fait, ce dont elle avait besoin, c'était de ma présence. Donc mais après, elle m'en a jamais voulu. Elle a compris que c'était parce que moi, comment j'aurais fonctionné de cette manière-là. J'ai compris comment elle a fonctionné. Ça m'a permis de me dire, ok, donc maintenant, c'est simple. Quand il se passe quelque chose comme ça auprès d'un de tes amis, tu lui demandes, qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est quelque chose qu'on peut-être on n'ose pas demander. Mais parfois, il faut expliciter et demander, qu'est-ce que tu attends de moi? Même quand la personne elle a un problème. Par exemple, tu vois, syndrome, moi j'aime trop donner. Quand tu viens à moi avec un problème, moi je suis une meuf des solutions. Donc si tu viens à moi avec un problème, si tu attends juste que j'écoute et que je t'apporte pas de solution. Ça, c'est moi, tu vois. Voilà, tu vois. Bon. Donc je me suis dit maintenant. Mais bon, après moi, au final, les gens qui viennent, ils savent quand ils se confient à moi et c'est un truc qu'on m'a jamais reproché, au contraire, parce qu'on sait que je suis pas dans le jugement, dans le truc de voilà, on confie toute situation. J'essaie de penser pragmatique et ok, bah tiens, tu peux faire peut-être ci, ça, ou peut-être de donner à la personne, bah peut-être que toi aussi t'as agi comme ça, de vraiment parler de manière objective. Donc on me l'a jamais reproché, mais une fois j'avais vu, c'était sur Threads, quelqu'un qui parlait de ça et qui disait ouais ben aussi genre unpopular opinion, acceptez qu'on n'a pas toujours besoin de vous nous donner des conseils en fait. Parfois on a juste besoin d'être écouté. Et je me suis dit, ça c'est très bien que je dise ça. Mais tu vois, sur ça, tu parles de savoir dire ce qu'on apporte, mais dans la personne qui reçoit, entre guillemets, savoir dire ce qu'on attend aussi. Et ouais. Mais c'est, enfin, on doit toujours communiquer. Ouais, et tu vois, franchement, à vingtaine, on sait pas. Et là, maintenant, on sait, on se dit, bon, comme tu as dit tout à l'heure, dans Desperate Housewives, si elles avaient communiqué, 3/4 des problèmes auraient pu être résolus, mais il y avait d'autres choses. Donc, ensuite, qu'on comprend avec le secret du foyer. Mais toujours est-il que la question, en fait, à chaque fois, on nous dit, il faut communiquer. Mais concrètement, on nous dit pas qu'est-ce que ça implique la communication dans la famille, dans le couple. Et parce que je trouve que This Is Us, en termes de série, c'est une trop belle série, franchement. Je réagis comme ça, mais puisque je l'ai pas vu. Tu n'as pas vu, regarde. Voilà, tout le monde comme elle me dit, ça, ma cousine, elle me disait, Ouais. mais Ahmed et tout. Elle disait, mais si ça, c'est une dinguerie. Enfin, elle me parlait de plein de trucs qui sont abordés dedans et tout, mais je l'avais pas. Vraiment, en termes de relations humaines, non, franchement, ça va te plaire. Parce que tout est abordé. Le mariage, les relations avec les enfants, les relations avec les frères et sœurs, les relations amicales. Sous le prisme des relations, c'est abordé. Et franchement, mais il faut regarder seulement. Mais tu vois, sur les amitiés, et là, je pense qu'on va conclure dessus. Moi, il y a 2 points, en fait, que le temps m'a appris, m'a fait comprendre, et je trouve qu'il est très important. C'est, on parlait des attentes, savoir ce que je suis capable de donner, ce que j'attends de la personne, être très clair dessus. Et le deuxième point, c'est catégoriser. Bon, ça, c'est mon côté, encore une fois, carré dans le pardon, c'est bien. Hein. Mais en fait, j'ai compris qu'il y a des catégories d'amitié. Quand des catégories d'amitié, c'est pas avec toi, je parle de tout, toi, t'es juste une pote, amie. Parce que parfois, il y en a qui font une différence entre amis, potes et connaissances et tout ça. Mais c'est plus que dans quel domaine mutuellement on peut s'apporter ou pas. Par exemple, j'ai des personnes, j'ai des amis, je sais que dans l'entrepreneuriat, c'est mes personnes sûres, celles qui me comprennent quand... Et toi, des vrais problèmes, toi-même, t'es entrepreneur, parfois tu pètes un câble et tout, tu sais pas. Et c'est vraiment les personnes qui vont te soutenir, qui vont te comprendre, qui vont t'apporter des solutions ou t'écouter, etc. Et t'as des personnes, je dis n'importe quoi parce que je fais du sport, ça peut être dans le sport, qui vont te comprendre que en ce moment je mange pas, ça va pas, même si c'est émotionnel, mais mes émotions influent sur ma diète, donc ça, ceci, oui, là j'ai réussi ça, tu vas partager tes victoires et tes trucs. Il y en a, ça va être sur le couple, d'autres sur ça. Et en fait, aussi l'une des erreurs que parfois j'ai pu commettre ou plus observer, moi je l'ai pas trop commise, mais je l'ai beaucoup observé, c'est que je peux être déçue. Par exemple, toi, t'es ma pote, je vais dire, t'es ma pote du couple. Je te raconte grave mes problèmes de couple, tout ça, ok. Et là, j'ai un problème dans l'entrepreneuriat. Donc, je me dis, elle, si elle me comprend trop et tout, je vais lui parler de ça aussi. Là, je te change de catégorie. Et sur l'entrepreneuriat, là, je te conseille, mais en même temps, la sécurité, c'est pourquoi tu reprends pas ton travail. T'entends pas ce que tu veux entendre. Voilà. Et je dis, mais vas-y, Stécie, elle comprend rien, Et d'un coup, je vais dire, vas-y, Stécie, c'est une belle image, je vais l'annexer. Mais c'est juste que
là, elle n'était pas dans sa catégorie, en fait, tu vois. Et en fait, il y a des gens, tu sens que, ouais, sur ça, vous êtes liés, la liaison est forte. Et il y en a, faut pas mettre tout le monde dans des carrés, il y en a qui vont dépasser les cases et tout ça, tu te rends compte que sur d'autres thématiques, vous vous rassemblez. Mais de base, en fait, c'est là où vous vous unissez. Et c'est pas puisque sur d'autres domaines, cette personne t'apporte pas que 0 sur 20, c'est bon, la personne next. Non, c'est... Pardon, c'est quoi? C'est un mouchoir ou quoi? Non, vraiment. Mais en fait, même tu vois, sur ça, en fait, c'est toujours, quand tu reviens encore à soi, en fait, c'est que dans les différentes catégories d'amitié, ça explore toutes tes nuances, en fait. Oui. Parce qu'après, tu peux trouver, mais c'est hyper rare de trouver une personne qui a toutes tes nuances. Ouais. Donc ça, c'est se dire, bon, déjà, il faut que tu acceptes que c'est rare, donc tu vas peut-être jamais le connaître, tout comme il se peut que tu trouves la personne, une perle rare en amitié, famille ou amie, tu trouves cette personne qui te complète dans tout. Mais quand t'as pas, c'est bien de se dire, bon, bah, avec cette personne, je peux en parler, j'attends ça, on s'apporte. En fait, d'apprécier les moments présents que t'offre la personne. Et se dire aussi, parfois, tu as des amitiés qui n'ont pas besoin d'être... Parce que moi, tu sais, j'entends... en tout cas, je suis toujours très dubitative quand je vois des amitiés possessives. Dans le sens où, c'était mon ami, en gros, je dois être la personne, la protagoniste de ta vie. La première personne principale, en gros, il n'y a que moi et t'as pas le droit de te faire d'autres amis. On est où là? La loyauté en amitié aussi. Mais là, c'est même pas... Là, c'est quoi? Excuse-moi, c'est un chien. La loyauté en amitié, par exemple... t'en embrouilles avec quelqu'un et si t'es mon ami, pourquoi t'es avec quelqu'un? Alors ça, moi je dis, en tout cas, mes amis ils savent très bien. Moi je suis pas dans vos trucs, dans le sens où parfois, en plus franchement c'est vrai, et ça, j'ai déjà des amis, tu vois, ils se sont embrouillés entre eux et l'un me parle de l'autre. Mais jamais chacun va savoir ce que l'autre a dit. Et bon après il y en a, ils vont dire oui, mais si on s'est senti à l'aise. Frère, non, on s'est senti à l'aise parce que je connais l'histoire et tout, et que j'entends, et en fait, ça va pas affecter mon amitié avec la personne. Ok, la personne, vous s'est passé ça entre vous, et ça, moi, c'est pas mon dos. Surtout que, en fait, parfois, t'en as pas toutes les données de l'histoire. Donc, parfois, tu crois que, en fait, si tu te fies que sur une seule personne, après, je dis pas, moi, par exemple, après, je sais pas, il y a des trucs dramatiques. Par exemple, tu me dis, ouais, une telle amie, elle a couché avec le mari de l'autre. Là, par contre, faut pas abuser, tu vois. Faut pas abuser. Maintenant, sur des trucs banals, en mode on s'est embrouillé parce qu'on on est où? On est quoi? On est au collège? C'est-à-dire, on peut dépasser ces trucs-là et se dire que on peut coexister et puis même, en fait, je ne t'appartiens pas. C'est ça. Donc, tu ne m'appartiens pas, je ne t'appartiens pas. Et ça, je pense que déjà, de manière générale, les gens, ils ont beaucoup de mal avec ce truc. En fait, il y a toujours ce truc de possession. Tout comme tes enfants ne t'appartiennent pas. Et on le voit, attention, dans les relations même parent-enfant, le truc de tu me dois tout parce que je t'ai mis un toit sur la tête. Déjà, de un, attends, est-ce que l'enfant, il a demandé à venir sur cette planète? Est-ce qu'il a demandé, lui, à naître? Il n'a pas demandé. Donc, en fait, déjà, ça, ce que tu fais ton devoir. C'est-à-dire que si tu as fait ton enfant, tu es obligé de faire ça. Sinon, tu enlèves les services sociaux, ils sont là pour te l'enlever. Si tu veux pas, tu vois avec les services sociaux. Donc, tes enfants ne t'appartiennent pas. La vie qu'ils vont mener, ça ne t'appartient pas. Leurs avis, leurs opinions, ça ne t'appartient pas. Ils sont leur propre personne. Et je pense que on peut le voir sur le prime de toutes les relations humaines, tant que tu vois l'autre comme étant quelque chose, en fait, comme si c'était un objet matériel, hein, quelque chose que tu possèdes, déjà, je pense que c'est courir continuellement après du vide. Tu vas finir toujours par être déçu. Et en fait, surtout, tu passes à côté de toute la richesse et de la beauté de l'être humain. Si jamais vous voulez un petit peu introduire cette question-là, vous savez pas encore trop comment, dans les relations humaines, comment les aborder, franchement, lisez. Quand je dis lisez, au-delà de tout ce qui est des livres de psychologie, qui peuvent être très bien pour repérer certains problèmes, pour moi, c'est vraiment d'explorer sa tolérance avec la littérature. Et la littérature, peut-être, si vous êtes, je sais pas, coréen, lisez la littérature coréenne, peu importe, mais même la littérature française, il y a des pépites. Et ça... Excuse-moi, finis ta phrase. Voilà, juste en gros, ça permet de se mettre à la place de l'autre. Quand tu lis des livres qui ne sont pas des trucs que des essais ou trucs comme ça, mais vraiment des livres incarnés où il y a le fil, les pensées d'un personnage, ça te permet d'être beaucoup plus tolérant et se dire, ok, telle personne, elle fonctionne comme ça, il y a ça qui existe comme modèle d'être humain, etc. sur Terre. Donc moi, je vous invite à le lire. Il y a un roman que, franchement, là, ce sera une trop belle conclusion que je vous recommande et qui est pile dans tout ce que tu viens de dire, c'est de Khaled Hossein. Déjà, c'est un auteur que je kiffe, qui est L'écho infini des montagnes. Ah ouais, je Et en fait, dans ce roman, justement, c'est... je vous laisse découvrir l'histoire, mais comment il est écrit, c'est qu'à chaque chapitre,
tu es dans un personnage différent. Donc, tu as un Mmh. protagoniste, tu as genre le père, etc. Et tu as vraiment toute son enfance, sa Ok. biographie, tout ça, caca. Et puis, il y a une scène avec l'enfant et tout ça. Le chapitre d'après, c'est l'enfant. Et donc, parfois, ça commence à comment lui, il a reçu cette scène. Mais là, tu es dans la tête de l'enfant. Ok. Et c'est l'enfant. Et en fait, tu as plein de personnages. Mais genre, tu as une famille. Parfois, tu as le docteur. Mhm. Donc, un truc qui n'a rien à Ouais. voir. Un personnage qu'on a juste croisé comme ça à un moment. Et tu as la vie du docteur. Et en fait, et du coup, c'est des générations différentes. Puisque là, je parle du père, je parle d'enfant, je parle de ceci. Mmh. Et en fait, dans ce livre, tu voyages dans les époques. Tu voyages dans les pays aussi. Les générations. Ouais, les générations. Wow. Et en fait, tu vois l'histoire. À la fin du livre, tu as vu l'histoire vraiment sous Tous les angles. prises, Ouais, sous oh là tous là. les angles. Et tu te dis, mais dinguerie. Ah non. Ce livre, Oh, il est beau. Franchement, il est. Voilà. Faut quand même là vous mettre la recommandation là. Ah non, mais franchement, ça c'est. En fait, tout ce qui est là. En fait, on revient toujours sur. En fait, la communication, on se rend pas compte à quel point c'est capital. En fait, qu'est-ce qui nous différencie aussi de. Bah, après, les animaux, ils ont leur forme de communication, mais le langage et même tout ce qui est. Sentir les émotions de l'autre, etc. Tout ça, c'est une richesse et une beauté incroyable. Donc, en fait, on ne l'exploite pas suffisamment. Donc, bon, lisez. En tout cas, j'espère que cet échange vous aura apporté. Là, vraiment, pour moi, je voulais vraiment aborder les choses sous forme d'échange, de talk, pas forcément une interview posée, répondre et tout, puisque je savais qu'avec l'énergie, là, ce serait plus un échange et des choses à apporter. Donc, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo et puis je vous mets tous les liens dont on a parlé en barre d'infos. Bye, merci à vous.